Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JP. Et pour ce nouvel épisode là, que vous allez voir, je crois on le publie là, en date du mardi 30 novembre plutôt que le lundi classique. Là, vous vous en aurez douté. L'occupation était quand même assez élevée ce week-end pour nous deux, principalement pour Gab, qui au niveau de sa vie courante là, a bien des choses sur sa plate. Avec des belles études présentement, là, donc excusez-le. Il fait un podcast aujourd'hui et on est en live, je le vois présentement et je vous confirme qu'il a effectivement l'allure d'un étudiant universitaire classique là, au bout du rouleau. Donc je t'en remercie d'ailleurs d'être disponible pour qu'on le fasse Ça me quand fait même plaisir, aujourd'hui. ça me fait Et plaisir. excusez-nous pour le délai d'une journée, mais encore une fois, si vous aurez un jour des lives et vous comprendrez si vous avez l'occasion de voir Gab dans un état matinal comme celui de présentement. C'est surtout que t'as pas envie de voir, littéralement j'ai les yeux, on dirait j'ai dès le matin les yeux en sang, si tu veux. Donc il faut me comprendre, vraiment désolé chers auditeurs, mais je vais m'assurer évidemment en tout cas pour les prochaines fois qu'on arrive toujours à sortir, dans tous les cas soit le lundi, soit le mardi, là vous connaissez la règle. C'est bien correct tout de même. Donc pour commencer tout ça, comme toujours, vous allez voir, on a deux sujets aujourd'hui. On vous l'a fait quelques fois là, dans les dernières semaines où on vous faisait deux au son de la cloche, là, qu'on a toujours dit qui était le format et le segment phare là, du podcast et qui était aussi là, celui avec lequel on a le plus de matériel d'une semaine à l'autre. Là, vous en doutez bien évidemment. Donc vu qu'on va parler grosso modo là, d'éléments liés au marché, je vais te laisser Gab faire le disclaimer de début d'épisode et rajouter d'autres petits points si tu veux sur l'introduction d'ailleurs. Bon, même si, étant donné qu'on va avoir plus une vue assez macro sur les marchés, je pense pas que ça s'appliquera forcément à notre podcast d'aujourd'hui, mais quand même, n'oubliez pas évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact, en tout cas avec un conseiller financier, avec un comptable professionnel, un broker, si jamais vous avez des questions en sujet de vos finances personnelles. Lui seul sera capable évidemment de déterminer avec votre profil ce qui vous correspond le mieux et d'évaluer évidemment avec toute son expertise professionnelle exactement qu'est-ce que vous devriez faire. Encore une fois, c'est à des fins éducatives et puis interactives qu'on fait ce podcast-là. Je pense que ce message-là, un jour, on devrait l'enregistrer. Je sais pas ce que t'en penses, JP. Exact, on se le dit, mais à chaque fois que tu es toujours là à écouter qu'est-ce que tu dis et tu fais toujours des petites variantes d'une fois à l'autre. Là, donc Oui, c'est vrai. C'est pas robotique ce qui est intéressant. Là, donc, mais effectivement, en fait, c'est la partie, selon moi, qui est la plus clé du podcast. Là, souvenez-vous, effectivement, c'est un espace de discussion entre moi et Gab, ce qu'on fait depuis bien des années, il faut dire, mais dans lequel on vous invite. Là, donc prenez ça avec un grain fortement opinionniste dans certains sujets que vous avez déjà vus dans le passé. Donc, commençons ça en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, sujet proposé par Gab, là, je dois le soulever. On revient un peu sur une thématique qui avait fait fureur à l'époque, là, lors, si je me souviens bien, du 5e ou du 6e podcast là, de l'histoire du podcast État financier. On vous avait fait un scandale sur le scandale Enron. On continue un petit peu avec un scandale, le scandale Theranos, qui, par rapport à Enron, quand on en avait parlé, Theranos est beaucoup plus d'actualité. Gab, tu m'avais soulevé quand même plusieurs bonnes informations et en off, là, avec les notes, ça s'est effectivement avéré là, que tout ce scandale-là, et peut-être Gab, je vais te passer la parole sous peu là, pour que tu fasses peut-être une petite introduction là, de ce que Theranos faisait et on pourra par la suite mettre la discussion centrale là, du podcast par la suite. Mais concrètement, il y a présentement au niveau de la justice américaine là, une cause qui est en place face à la CEO qui était Mme Elizabeth Holmes, qui est présentement, là, je crois que ça a commencé, son témoignage était le vendredi 19 novembre 2021, si je ne me trompe pas, pour un procès pour fraude lié à sa compagnie qui était une start-up dans les biotech. Donc, je vais peut-être te laisser Gab, justement, à ce moment-ci, introduire qu'est-ce qu'il y en est et justement peut-être passer par la suite vers qu'est-ce qui est le point de contingence dans toute cette problématique, dans toute cette histoire de fraude-là qui pourrait amener Mme Holmes derrière les barreaux pour des vingtaines d'années potentiellement. Qu'est-ce qui amène ça pour une dame qui, je crois, maintenant a à peu près 37 ans et qui, à l'époque du lancement de sa compagnie, en avait à peu près 19 là, de mémoire. Ouais, effectivement, c'est une histoire que je trouvais intéressante de parler dans le podcast parce elle est passionnante. Puis je pense que c'est un peu comme Enron l'était au niveau corporate. Terrano, c'est vraiment le symbole, je pense, de le grid, donc
la, la vanité, les vanités, on dirait ça en français, là. Donc, cette culture, en gros, de vouloir, quand il y a toujours de l'argent, bah, de vouloir toujours plus, etc. Puis d'être un peu vaniteux, je crois, en français, là. Et Theranos, donc, rappelons un petit peu l'histoire de cette entreprise-là, parce que on pourrait se dire, mon Dieu, je ne connais pas cette histoire-là. Faut avouer qu'elle est un peu moins connue en Europe, et même si elle a fait grand bruit en fait au moment de sa sortie, c'était en 2015, parce que l'affaire a réellement commencé en 2015, mais cette entreprise-là, elle a été fondée en 2003, si je ne me m'abuse, donc c'est quand même Mhm. assez vieux. Alors Theranos, c'était une société en fait de biotechnologie en fait qui a été fondée par Madame Holmes, que tu l'as bien mentionné, qui était à l'époque c'est ce qu'on appelle drop-out, donc c'est très courant aux Ouais, ben elle a États-Unis. commencé, je pense, elle étudiait à Stanford quand elle a commencé la compagnie avant de drop out, effectivement, quand là, il fallait qu'elle mette du bois dans le foyer pour mousser sa compagnie, si on peut dire. C'est une Voilà, petite intro vers la suite, là, mais... voilà. Après, bon, je pense qu'elle était pas, disons qu'elle était déjà millionnaire, déjà, elle devait être déjà dans une famille bien lotie là, tu sais, pour quitter, on va Ouais, dans dire Silicon Valley, en quittant Stanford, oui, c'est vrai que la vie en général t'a mis sur une bonne base. voilà, ça me fait toujours rire ces histoires d'ailleurs là de start-up. On dit ah oui, le gars il a quitté Ça commence toujours dans un Harvard. garage. Ça Voilà, commence toujours dans un garage. voilà, tu sais, ça commence toujours dans un garage. Ah oui, j'ai quitté Harvard à 19 ans. Oui, enfin t'étais quand même déjà à Harvard, puis tes parents étaient déjà millionnaires. Donc déjà ça aide pas mal. Bref, c'est la petite anecdote. Et bref, notre amie Elisabeth Holmes, à 19 ans, elle décide de lancer en fait sa propre start-up qui est spécialisée donc dans les biotechnologies. Et cette entreprise-là, elle vise en fait à lancer une gamme de machines dont le but serait de faire des tests de sang rapides, un peu comme on le fait aujourd'hui, par exemple avec les tests rapides de Covid, là, mais euh, donc des tests rapides en fait pour par exemple de l'analyse de sang. Donc ce qui serait très pratique, c'est qu'au lieu de comment dire de faire aujourd'hui une prise de sang classique où tu as besoin de quand tu vas dans un centre de test, je sais pas si t'as fait ça récemment, JP, mais ouais, ça a été mon cas là, mais on te met un garrot, puis on t'injecte et on te prélève de sang dans des petites capsules, puis ça part en traitement en laboratoire, donc ça prend 2-3 jours à avoir tes résultats, donc il y a toute une procédure, et puis il faut avouer que c'est assez contraignant. Sinon, l'autre façon aussi, c'est de faire des tests, par exemple, pour les gens qui ont le diabète, donc tu te fais des piqûres en fait dans ton bras et tu récoltes quelques gouttes de sang et puis ça, tu le passes dans une machine donc spécialisée. Donc tout ça, c'est un processus assez laborieux qui est assez coûteux dans tous les cas. Donc les analyses de sang, c'est un marché aussi qui est assez complexe parce qu'il y a aujourd'hui des grands acteurs. Je crois que ce sont justement des géants du biopharmaceutique ou de l'industriel qui font des machines spécialisées là-dedans. Je crois par exemple du Siemens, je crois que Exact, ouais. c'est le leader mondial là-dedans. Donc c'est des technologies aussi qui sont compliquées, je veux dire, tu peux pas révolutionner quelque chose qui est aussi fiable, etc. Et puis tu as besoin de fiabilité dans ce domaine-là parce que tu as la vie du patient qui est en jeu, si tu veux. C'est une mauvaise analyse sanguine, elle peut avoir des conséquences évidemment catastrophiques. Et c'est justement malheureusement le problème qui est arrivé, si tu veux, avec Theranos. Donc l'entreprise a développé ses propres machines, notamment une machine, je crois, qui s'appelait la machine Edison, si je me souviens Exact. bien. Et cette machine-là, elle comptait en fait, juste avec une seule goutte de sang, être capable de faire toute une batterie de tests et de pouvoir en fait, avec une toute petite machine, au lieu de. Aujourd'hui, les machines, par exemple, les Siemens, elles sont énormes. Elles sont des machines qui font la taille, par exemple, je sais pas, la taille d'un appartement, tellement c'est gros, ça demande toute une machine. Euh, Terrano, c'est une petite boîte, un peu comme un peu comme une grosse machine à café, on va dire ça comme ça. Et ça comptait en fait faire toutes les mêmes fonctionnalités évidemment que des grosses machines. Donc c'est génial parce que par exemple tu pourrais utiliser ce système-là par exemple dans des pharmacies, par exemple chez un médecin directement. Tu aurais tes résultats en quelques minutes. Et donc c'était censé évidemment changer le cours d'histoire, mais je pense que JP tu vas pouvoir continuer là-dessus, mais Ben, malheureusement exact. ça l'a pas changé, au pire qu'on ça.
Ben exact. Puis tu sais, c'est un peu la problématique, puis je vais vous lancer quelques faits intéressants pour ajouter sur ce que tu disais, mais tu sais, la compagnie en question a réussi à recueillir, là, sa valorisation est à peu près à 9 milliards de dollars US, là, au pic à peu près de sa valorisation à l'époque, sans qu'aucun résultat et même aucune machine réelle n'ait été fabriquée. C'était un petit peu la... Tu sais, c'était ce qui existait malheureusement et la mentalité de Silicon Valley qui existait au début des années 2000. On le dit, c'est 2003 que ça a été lancé, cette compagnie-là, où à peu près tout le monde allait mettre n'importe quel argent sur quelqu'un qui avait de l'air relativement confiant avec un beau PowerPoint. On l'avait, je pense, déjà soulevé dans un ancien podcast, mais c'est un petit peu ça. T'sais. Cette compagnie-là fait partie de ce volet-là de start-up qui ont pris de la valeur sans aucun bon sens, alors que à part avoir un projet et une idée, c'était un peu plus du marketing qu'autre chose en grande partie, et c'est de là la problématique. Madame Holmes, d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle était reconnue pour avoir une certaine passion envers Steve Jobs. Donc, elle était toujours très habillée, si je me trompe pas, avec des cols roulés noirs, très, très à la Jobs. Mais pour une jeune femme qui avait, on avait dit, je pense, 19, elle était dans la vingtaine, dans la majeure partie de l'existence de sa compagnie, une espèce de blonde aux yeux bleus qui, tout le monde disait qu'elle était capable de soudoyer ou de convaincre n'importe qui, n'importe quand de la pertinence et de la volonté de son entreprise de changer le monde. Donc, on avait quand même des personnes comme, si je me trompe pas, là, Rupert Murdoch, entre autres, était rendu sur le conseil d'administration et était aussi un investisseur au niveau de la compagnie. Il y avait aussi Henry Kissinger, pour ceux qui connaissent, qui était un homme politique américain aussi, qui s'était... Il qui était s'était secrétaire. convaincu. Il était secrétaire d'État américain, si je me souviens bien. Exact. Donc des personnalités quand même d'ampleur, pas seulement des investisseurs institutionnels ou des investisseurs dans les marchés boursiers, mais aussi des têtes d'affiche qui étaient dont elle avait trouvé le moyen de convaincre et de ramener, si on peut dire, à sa cause et de brander, si on peut dire également, avec sa compagnie, ce qui est toujours très bon d'aller chercher justement cette influence-là. Il y avait aussi le ministre américain de la Défense, de Jim Mattis. Bref, il y avait un line-up vraiment impressionnant. À la fois, elle moussait une compagnie qui avait un fondement très louable, si on peut dire. Là. Le fait d'être dans les biotech et de vouloir révolutionner les tests sanguins, c'est quelque chose qui était notoire pour l'humanité, on s'entend. Et c'est un petit peu là le point de contingence. C'est qu'au final, à partir du... Et là, Gab, tu m'en as pris une ce matin, là, mais tout s'est écroulé à partir de 2015. Donc, comme on l'a dit, le prototype était mentionné, il était beaucoup publicisé. Elle avait réussi à avoir beaucoup de sous, encore une fois, d'investisseurs. Elle avait un line-up de personnalités qui était quand même assez notoire également pour l'appuyer. Et elle avait une personnalité, encore une fois, qui était... Tout le monde disait qu'elle avait un regard de fer, un regard d'acier, qu'elle pouvait convaincre n'importe qui. Et elle avait été la starlette en termes, à Silicon Valley, en étant sur le Time Magazine, etc. Elle était partout, littéralement, à l'époque. Ce qui était effectivement très bon pour avoir une compagnie qui avait une valorisation assez incroyable. Par contre, en 2015, John Carreyrou, que j'ai maintenant la prononciation exacte depuis que Gab, tu m'as fait tout son arbre généalogique qui ramenait ça dans l'Hexagone, donc Oui, Cocorico. c'est le fils, pour la petite information, c'est le fils du journaliste français Gérard Carreyrou, si vous avez une culture média française. C'était la petite anecdote, je retourne me coucher. Exactement. Qui a fait un article en fait dans le Wall Street Journal parce que tu le mentionnais que son père, Gérard Carreyrou, avait potentiellement la double nationalité. Bref, encore une fois, je vous épargne de la généalogie de ce matin pour le podcast, mais qui a soulevé en fait, qui a mis le voile sur le fait que c'était effectivement une technologie, un qui n'était pas vraiment viable et un qui n'existait pas du tout. Donc c'est un petit peu à la classique scandale. Dans ce cas-ci, c'est un journaliste qui, du moins, était indépendant. Là. Des fois, on voit des nouvelles de ce type-là qui sont sorties par des investisseurs qui ont une position short, souvent, sur un titre. Mais là, l'analyse était faite par un journaliste, effectivement, directement, qui vraiment a mis au jour tous les défauts de cette compagnie-là. Le fait que c'était vraiment de la parure, que c'était, comme on l'avait dit, un beau PowerPoint et quelqu'un qui était capable de pousser ça en marketing, qui présentait ça à des investisseurs et que tout le monde embarquait dans le projet sans réellement avoir aucune idée sur les deadlines, sans avoir aucun prototype physique, visuel, sans avoir de planification. Quand est-ce qu'un prototype pourrait être mis en place en ayant des détails très flous au niveau des partenariats potentiels? Donc, quelque chose qui était presque proche d'une forme de copie de ce que Siemens faisait. Tu l'as soulevé, Gab, qui était dans cette industrie-là, qui avait presque du vol d'informations au niveau de Siemens. Bref, c'était vraiment une pomme pourrie, cette compagnie-là, de A à Z au niveau de ce qu'elle allait faire. Et on se retrouve maintenant en 2021 avec le procès justement de Madame Holmes qui est pour déterminer, encore une fois, est-ce qu'elle est coupable de fraude liée à cette compagnie-là. On sait que lorsqu'il y a des capitaux qui sont perdus de la sorte, souvent les entités réglementaires américaines et le gouvernement américain n'aiment pas beaucoup ça, on va s'entendre. Là. Et c'est là que tout le point de contingence tombe en ligne de compte parce que
la défense qui est en cours présentement, là, on vous l'a dit depuis vendredi là, qu'il y a eu le contre-interrogatoire, si je ne me trompe pas, où elle-même s'est présentée pour être contre-interrogée après qu'il y ait eu un line-up complet de personnes, bien évidemment au préalable. Elle veut essayer de faire croire, et c'est la base, je crois, de toute la défense qui est mise en place, que ses intentions étaient louables dès le début, qu'elle n'a jamais, dès le jour J, voulu mettre en place une compagnie qui allait être une fraude ou un fléau complet pour les investisseurs dans le but de s'enrichir. Donc c'est le point de contingence qui pourrait peut-être l'amener à soit avoir une peine plus douce là, que 20 ans et peut-être plus, ou peut-être même, encore une fois, je m'avance sur quelque chose que je peux ne pas concevoir, mais est-ce que c'est possible qu'elle soit acquittée? Peut-être, parce que tout se joue vraiment sur ses intentions. Si ses intentions étaient au début de réellement changer le monde et qu'elle croyait véritablement ce que sa compagnie et qu'elle avait le matériel et l'expertise et les scientifiques qu'il fallait pour mettre en place une technologie sanguine, encore une fois révolutionnaire, ils vont juger peut-être qu'elle n'était à ce moment-là pas coupable d'une fraude au premier niveau, là, on va s'entendre. Mais certains vont dire, est-ce que c'était la bonne vieille, le bon vieux dicton en anglais, excusez-moi, là, de Silicon Valley à l'époque, qui était fake it until you make it. Donc de partir d'une compagnie, de juste y croire, même si c'était n'importe quoi en arrière, de continuer à y croire, de continuer à montrer que c'est la nouvelle chose, de continuer à vous présenter comme étant un CEO là, notoire pour justement brander quelque chose qui n'existait pas au final. Donc c'est vraiment le point de contingence critique dans toute l'affaire, et encore une fois, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'autant elle avait, je l'ai dit au tout début, elle semblait avoir un caractère, une personnalité très stricte et très capable de convaincre n'importe qui. Ben on revoit un petit peu ce penchant-là présentement lorsqu'on suit un peu ce qui se passe au tribunal présentement, où elle a un peu la même tendance. Elle est tellement de fer sur le fait qu'elle a une ligne directrice avec ses avocats de dire qu'elle n'était pas au courant que ses intentions étaient louables au début et que ça a pris le bord par la suite au fur et à mesure que la compagnie avançait. Mais elle est vraiment sur la ligne et tout le monde s'attend peut-être à est-ce qu'elle va déroger de cette ligne-là ou est-ce qu'elle va conserver sa personnalité qui va lui permettre d'arriver à ses fins, c'est-à-dire d'avoir une sentence qui est vraiment mineure parce qu'elle s'en sera sortie, parce qu'on va dire qu'elle était finalement potentiellement influençable par des scientifiques qui ont voulu profiter d'elle, etc. Donc il y a beaucoup de matériel qui sont mis en place, des pistes qui sont mis en place, qu'on n'aurait pas parlé v'là quelques années lorsqu'ils ont sorti le scandale au jour, et que là, présentement, l'opinion semble tendre de plus en plus pour dire, ben, elle n'a pas juste lancé une poubelle en affaires et qu'elle savait dès le jour J que c'était une poubelle. De plus en plus le monde dit qu'elle voulait vraiment changer le monde. C'était une femme qui avait des grandes idées, qui avait des grandes aspirations, alors qu'au final, on parle d'une fraude exceptionnelle. Donc, c'est ce qui m'a vraiment passionné dans les notes off, là, c'est de voir vraiment l'approche présentement qu'on entend au tribunal et le fait qu'elle pourrait très bien s'en sortir avec une sentence bien moindre que d'autres criminels à cravate, si on peut dire, dans le passé, uniquement par le fait qu'elle pourrait mentionner que ses intentions étaient bonnes et qu'elle a plus été flouée par des scientifiques ou par des expertises externes et qu'elle s'est rendue compte juste plus tard dans l'existence de sa compagnie qu'effectivement il n'y avait aucune solidité dans son service ou dans son produit. Après, faut être content pour elle, entre guillemets, parce que bon, la prison fédérale aux États-Unis, parce que tu sais que le système judiciaire américain est divisé entre les cours fédérales et les cours d'État, en fait. Pour la plupart des crimes, d'ailleurs, c'est au niveau des États. Donc, par exemple, je sais pas, je tue quelqu'un dans l'Oregon, je vais être jugé par l'État de l'Oregon, mais dans le cas des crimes fédéraux, souvent tu finis dans une prison fédérale qui est plutôt sympathique, donc tu peux jouer aux dames, etc. Donc c'est plutôt une grande cour de récré, comment dire, où quand même t'as des menottes, là, mais c'est assez. Je pense pas que ça va être si terrible pour elle, en sachant, je pense, le mal qu'elle a fait, puis les milliards de dollars qu'elle a fait perdre à ses investisseurs. Je pense que la clé centrale, et ça c'est quelque chose, c'est un concept qui est très américain pour le coup, c'est la question du mensonge. C'est quelque chose qui est le fait de mentir, c'est quelque chose qui est très grave. Vous le savez peut-être d'ailleurs si vous êtes déjà venu aux États-Unis, souvent tu as des formulaires à remplir quand tu montes dans l'avion. Et c'est plus ce concept de savoir si tu as menti qui est grave en fait. C'est que si tu as dit non et que on appelle ça la parjure aux États-Unis, la perjury, c'est quelque chose qui peut être condamné très très fortement. Et la SEC, en plus, elle va prendre en considération que c'est en sachant que tu avais en fait effectivement l'information et que tu as menti délibérément
à tes investisseurs, bah ça c'est une fraude c'est ce qu'on appelle securities fraud, donc c'est une fraude au titre boursier et c'est passible évidemment de très lourdes sanctions. Donc je pense que malheureusement Madame Holmes aura assez peu d'arguments pour se défendre. Faut rappeler aussi qu'il y avait eu même à l'interne, si tu veux, de l'entreprise, des dizaines d'employés qui se plaignaient déjà puis qui avaient contacté justement le Wall Street Journal, qui justement avaient dénoncé, si tu veux, des comportements en plus de harcèlement psychologique, justement avec des employés qui se maintenaient effectivement que Edison ne marchait pas et que c'était impossible et que justement devant les investisseurs on faisait des tests avec d'autres machines, parce que c'est ça le point central comment dire de Terrano, c'est qu'on dit nos tests sont efficaces, mais non, c'est normal parce que tu les as fait sur la vraie machine. Et puis par contre, comment dire, quand tu fais dans le laboratoire, tu essayes délibérément de vouloir sauver la machine Edison qui marche pas, enfin tu vois. Et apparemment les employés se plaignaient que on lui disait 50 fois ça ne marche pas, il va falloir un jour le dire, et ça n'a jamais été évidemment annoncé, ou c'était toujours camouflé derrière des mentions légales qui sont, je pense, oui, qui existent, mais qui sont écrits en trop petit, si tu veux, pour que ce soit, pour que ça ait un impact matériel, si tu veux, sur ce que les gens pensent, si tu veux, de ce produit-là. Pour te dire, c'était allé très loin. Même par exemple, il y avait une chaîne de pharmacie aux États-Unis, bah, tu connais probablement Walgreens, qui est, je pense, la plus grosse chaîne de pharmacie aux États-Unis, qui dans l'État de l'Arizona avait une autorisation d'utiliser ces machines-là. Tu avais même commencé à avoir des docteurs qui commençaient à utiliser la machine Edison et qui se plaignaient justement du manque de fiabilité, si tu veux, de ces machines-là, qui disaient que des fois, sur deux tests avec deux résultats complètement différents. Donc ça faisait vraiment aucun sens, c'est ce qui passait chez Theranos. Et bon, la seule chose positive, c'est quand même on n'a pas un produit qui est non fiable, qui est arrivé sur le marché de manière générale. Je pense, que c'est la meilleure conclusion qu'on peut avoir évidemment sur le scandale Theranos. Combien d'années elle va se prendre de prison? Bon, ça c'est tout un. Je pense que il y a des crimes pires. Hein. Je pense qu'il y a des crimes, tu sais. On en parle souvent, les crimes par exemple genre de sang, c'est un peu souvent on a, ou même par exemple des affaires sexuelles. D'ailleurs il y a un truc que les auditeurs connaissent pas, mais c'est une de mes grandes passions en dehors évidemment de tout ce qu'on fait. J'adore me renseigner un peu sur ça, sur les affaires criminelles, etc. Et sur des crimes de sang, parfois on a tendance à dire bon, tu sais, ils sont pas assez lourdement condamnés. Par contre, dès qu'il s'agit d'argent, ah bah là tout le monde met 20 ans de prison, alors que bon, il n'y a pas une mort, mais comment dire... C'est la beauté du droit, tu sais, je pense on a les deux un aspect, je pense que tout le monde qui est en administration, faut dire, va aussi avoir un intérêt pour le droit d'une certaine manière ou une autre. Là, on s'entend, nos amis comptables, par exemple, sont presque des personnes qui font du droit d'administration d'une certaine manière, là, avec un bémol par rapport au droit administratif réel. Mais tout ça pour dire que tout est fonction de la jurisprudence, on s'en rappelle, mais le droit se base sur les peines préalablement données pour des cas similaires, par exemple. Donc, si, au volume, si on peut dire, les crimes pour les personnages chemises et cravates, là, si on peut dire, là, mais si c'est déjà défini et que les cas sont relativement faciles à définir et à recaser par rapport à d'autres causes passées, ben, c'est pas normal effectivement qu'on se retrouve avec des sentences qui sont plus déjà définies à l'avance, alors que des cas, comme tu l'as dit, les crimes de sang, c'est un bon exemple. C'est que malheureusement, dans l'humanité, il y a beaucoup de volume là-dessus et il y a beaucoup aussi de points de contingence qui font en sorte qu'il n'y a pas une cause forcément qui va être si similaire que ça, qui va avoir appliqué le même règlement. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu dois te fier sur la jurisprudence comme le droit est fondé? C'est sûr que ça cause des problèmes, d'où les frustrations, on peut se dire, de voir des personnes qui vont avoir des sentences pour des crimes à cravate, qui se retrouvent avec des sentences hyper définies, qui le méritent, mais qu'effectivement des personnes qui font des crimes de sang qu'on peut moralement dire que c'est pire d'une certaine manière, on va s'entendre, se retrouvent avec des sentences qui peuvent être soit moindres ou moins facilement définies, du moins lors des causes au tribunal. Après, j'aurais pas cru qu'on irait faire un débat sur la jurisprudence ce matin. Effectivement, mais c'est intéressant. Très intéressant. Très intéressant. On fera d'autres segments là-dessus. Là. Je sais pas si tu avais un point à rajouter sur Theranos avant qu'on passe vers notre deuxième segment. Non, je pense qu'on a fait effectivement le tour, mais c'est sûr qu'on pourra suivre dans les prochaines semaines, même si bon, je pense pas qu'on va faire un follow-up parce que
Moi, je Non, le non, mais connais le c'est, résultat, mais non, puis encore une fois, suivez la décision n'est pas encore prise, là. Comme on a dit, ça continue. Je crois qu'il y a un contre-interrogatoire cette fois-ci de la poursuite début décembre là, face à Madame 11, mais ça devrait se dénouer quand même assez rapidement. Comme on a dit, on va s'entendre, les cas de jurisprudence, on l'a dit, sont assez définis là-dessus aussi, fait que ça devrait pas... La sentence est presque déjà définie, on s'entend si elle est reconnue coupable des chefs d'accusation. Mais suivez-la, encore une fois, et comme on dit, on le fait sporadiquement, mais je pense que les segments sur des espèces de cas historiques ou des scandales sont toujours très intéressants et ça vient rejoindre la fibre que Gab et moi avons beaucoup là, sur le domaine de la conformité qu'on a déjà parlé dans le passé. Là. Donc on aura l'occasion de faire d'autres segments sur des scandales et on sait que ça semble aussi être quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc passons maintenant à notre deuxième segment qui est un au son de la cloche V2 pour l'épisode d'aujourd'hui. Parfait. Donc, sujet pour compléter ce podcast, là, on n'en a pas fait depuis un petit bout et en fait ce qu'on appelle des revues de marché là, qui sont relativement une synthèse, on va s'entendre. Là. On aime les faire souvent lorsqu'il y a quelque chose qui se passe réellement dans les marchés et on se l'était dit, je crois, depuis la dernière fois qu'on en a fait un, je pense que c'était au printemps. Les bourses étaient quand même relativement dans un axe assez courant. Là. Il y avait une hausse progressive et les mouvements baissiers de marché étaient relativement limités dans les derniers mois. Ce qui nous amenait à pas vraiment avoir beaucoup de matériel à vous faire un petit sommaire de ce qui se passait. Par contre, depuis vendredi de la semaine passée, on va s'entendre, là, il y a eu quand même un événement tout de même assez notoire avec l'annonce là, et un peu la flambée à nouveau d'un nouveau variant là, qui était le Omicron, qu'on va appeler maintenant. Là. On est rendu avec des noms qui deviennent de plus en plus dignes de Star Wars ou de Star Trek. Là. C'est assez impressionnant. Mais tout ça pour dire que vendredi dernier, effectivement, on a appris l'existence et on a en fait surtout appris les contraintes que les gouvernements imposaient au déplacement pour les personnes d'Afrique australe, surtout l'Afrique du Sud, là où il semble avoir eu le lancement là, de l'alerte liée à ce nouveau variant-là, et dans toute l'incertitude, parce qu'encore une fois, vendredi, personne n'avait d'idée sur est-ce que ce variant-là est plus risqué pour la vie, est plus risqué pour la santé, est plus contagieux également. Il n'y avait aucune information, là, à part le fait que des scientifiques s'inquiétaient à l'échelle planétaire et que les gouvernements limitaient les déplacements. On ne le savait pas. Mais l'incertitude pour les marchés, on se l'est toujours dit, c'est la pire chose. Donc vendredi, pour vous donner une idée, on s'entend, là, c'est un mouvement de marché quand même notoire pour une journée, mais on est bien loin là, de mars-avril de l'année 2020. Là. Le S&P 5 a perdu là, a perdu, on a des reprises aujourd'hui. Vendredi, le S&P 5, 2,3 de perte. Le Dow Jones, c'était 2,5 et le Nasdaq était à 2,2. Fait que c'est considérable dans des temps normaux, si on peut dire. Là. Si on compare année pour année avec mars de l'année passée, c'est rien, là, quand on perdait du 10 à 15% par jour. Donc ça, c'est sûr qu'on est bien loin du compte, mais c'était un peu pour vous faire un petit tour d'horizon sur ce qu'il y en est. Et également pour vous dire, vendredi, ça a baissé, mais si on parle juste de la journée d'hier, on a eu quand même une hausse. C'était rendu un retour presque, je pense que les indices, là, à la fois le S&P 5, le Dow aussi et le Nasdaq ont repris à peu près la moitié de leur perte de vendredi. Donc, vous voyez que c'était une incertitude temporaire, que le variant, avant de te passer la balle Gab, le variant Omicron semble être risqué, mais la réponse globale qu'on a entendue présentement, c'est, à première vue, en Afrique du Sud, ce qu'on mentionne, c'est qu'il est, oui, peut-être plus contagieux, mais que les cas sont des symptômes soit symptomatiques ou beaucoup moins critiques pour la vie, ce qui en ferait donc un variant peut-être moins même problématique qu'on aurait pu le penser par rapport au fameux Delta qui semble être le variant, le pire variant qu'on a eu depuis. Et l'autre point également qu'on peut soulever, et on en parlait, nos chères compagnies pharmaceutiques sont déjà bien à l'œuvre dans le but de mettre en place une nouvelle dose, une dose de rappel, si on peut dire, qui est fonctionnelle pour protéger contre ce variant-là. Bien évidemment, on a vu Bancel, je crois, qui est sorti ce matin. Toujours. Je suis levé ce matin, il me semble que j'ai vu une mention, et bien évidemment Pfizer également, on les laissera pas de côté, qui travaillent déjà et ont même dit, je crois, qu'ils étaient capables de fournir une dose efficace dans 100 jours à peu près, là, avec toutes les autorisations. Ouais. Tu as J&J aussi qui travaille là-dessus. Donc, c'est bien de voir la réponse, encore une fois. Si on parle seulement d'un axe marché, c'est bien de voir que l'incertitude des marchés qui était quand même existante, c'est quand même calmé progressivement avec tout le vent d'une journée ou d'un week-end où les pharma sont sortis pour dire on s'en vient avec une solution, tout est beau. Et la communauté scientifique qui a mis un petit peu d'eau dans leur vin en disant oui, effectivement, peut-être plus contagieux, mais moins mortel et moins critique pour la vie. On avait déjà eu des mots très doux sur la technologie mRNA, là, mais Mm-hmm.
Tu vois toute la Ouais. pertinence, donc tu vois tout ARN messager, pardon, Ouais, j'avais plus exact. le terme. Je cherchais la version Tu française, vois, mais je l'avais pas. mais parce que moi j'avais mRNA C'est aussi ça, en tête. c'est des mouvements de lettres à force qu'on sait plus trop c'est quoi la mention. Bref. Entre les PCR, les trucs, enfin bref. Ouais, Et mon Dieu. je, c'est vrai que c'est l'apparition de ce nouveau variant, elle a inquiété un peu. Je trouve qu'on a une réaction quand même qui est assez précoce dans la plupart des pays en annulant tous les vols évidemment vers l'Afrique du Sud, mais on a assez peu, on a encore très très peu d'informations sur le variant Omicron. On était censé à un moment donné avoir le Delta Plus qui a disparu complètement. Tu vois, je pense qu'on est arrivé dans une période où en fait où le virus commence à muter effectivement de manière exponentielle. Mais dans tous les cas, il arrive qu'il est là, tu vois, là, c'est pas mon opinion de scientifique là qui ressort. C'est encore une fois là, je sépare les faits des opinions. Là, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup là. Mais mon opinion, je pense en tout cas, c'est que le virus commence à se muter de plus en plus. Mais il perd en dangerosité. On se retrouve face à une espèce de, ça va être dur de ce que je vais dire, mais une espèce de grippe un peu plus qui, selon les experts, en tout cas, là, c'est vrai qu'il y avait des informations, par exemple, les experts sud-africains qui nous disaient, comme tu l'as décrit, JP, que oui, c'était des symptômes très légers. Par contre, il avait un taux de reproduction très, très, très rapide. Donc, que si t'as pas envie que t'as la moitié de ta population qui soit couchée chez eux, avoir un rhume comme j'en ai un ce matin, bon, bah, euh, ça peut être embêtant. Mais je le souhaite en tout cas évidemment que ça aille mieux évidemment en tout cas de ce côté-là. C'est vrai que les marchés ils ont été quand même cette année dans une pente exceptionnelle, hein. C'est vrai que je trouve que c'est toujours le bon moment, tu vois, le mois de novembre, décembre, bah, de faire un retour sur ce qui s'est passé tu vois, dans l'année. Et moi ce que je constate en fait en tout cas c'est que ça a été depuis le début de l'année ça a été quasiment en ligne droite à part qu'il y ait évidemment quelques descentes de montagnes russes comme on connaît là, mais il n'y a jamais eu de ça a jamais été le saut de l'ange comme ça a été évidemment l'année dernière. Là. Donc c'est une année exceptionnelle en termes de rendement. Là. Tu vois, on est des rendements qui sont aux alentours des 24,5%, je crois. J'avais pris les données de vendredi passé pour avoir une vue un peu d'ensemble. Tu vois, on est à 24,5% pour un aggloméré entre les marchés US et canadiens. Je me suis pas renseigné pour les marchés européens, malheureusement. Peut-être tu pourras compléter ça, JP. Ouais, parce que Euh, c'est pour vous donner des faits directs, là, je peux t'en lancer quelques-uns. Du moins pour les US, le Dow a pris à peu près, là, si on parle du Industrial Average, a pris à peu près 18,55. Le S&P a pris 28,54 cette année. Le Nasdaq a pris 29,38. Le NYSE Composite 17,94. Le Russell 1000 27,48. You name it. Là, j'en ai une tonne ici que j'ai sorti du Wall Street Journal encore une fois. Là, mais Mon Dieu. c'est du. Si on exclut le 18 point quelque chose là, du Dow Jones, c'est à peu près du 20 et plus que ça a pris pour la majorité des principaux indices depuis en termes pourcentage là, sur 52 semaines. Donc, effectivement, c'est quelque chose de notoire. C'est quelque chose qui montre quand même, comme on l'a dit, et tu l'as bien soulevé, Gab, là, l'année a été marquée par euh, un retour d'une croissance économique globale qui était localisée au tout début. On se cachera pas, là, on est au Québec et l'économie québécoise a repris de manière très vite avec le fait que les règles sanitaires étaient respectées. Mais au fur et à mesure que les pays qui avaient imposé des règles sanitaires ont réussi à remettre du monde sur les postes qui étaient vacants et qu'on tourne réellement d'un contexte où on avait euh, un chômage qui était élevé vers un contexte où maintenant on a de la misère, on a une pénurie de main-d'œuvre, ça montre que l'accélération de l'économie s'est bien reprise. Ça montre que la politique des banques centrales qui était axée, on l'a dit plusieurs fois, sur des taux qui ont été maintenus très bas, des taux directeurs très bas, a été une politique qui était favorable effectivement pour remettre énormément de charbon dans la locomotive de l'économie mondiale, ce qui est une bonne chose en réalité d'une certaine manière, mais ça amène beaucoup de nuages gris qu'on parlera peut-être. On parle bien évidemment un nuage gris sur qu'est-ce qui pourrait définir la performance des marchés à l'avenir. Bien évidemment, les variants et la COVID, ça ne changera pas, on s'entend. Là, dès qu'il y a une petite nouvelle, ça va vers le haut, vers le bas, c'est officiel. L'inflation, qu'on avait déjà parlé, est un problème qui amène un petit peu d'incertitude au niveau des marchés. La mention de la Fed, si je ne me trompe pas également dans les dernières semaines, que Jerome Powell, qui a été renouvelé d'ailleurs, si je ne me trompe pas, par le gouvernement américain tout récemment, a annoncé là, une évidence qu'on parlait à l'époque, là, mais qu'ils vont peut-être commencer à avoir un rate hike. Donc le taux directeur devrait être à la hausse
plus rapidement qu'il pensait. Au début, je pense qu'il disait qu'il ne voulait pas le toucher avant la fin 2022, mais là, ça semble être quelque chose de plus imminent, ce qui a eu aussi un effet négatif sur les marchés. Allez écouter le podcast sur le taux directeur et sur l'inflation, là, si vous voulez plus d'informations. Donc, il y a quand même beaucoup de nuages gris sur cette performance économique absolument fulgurante year on year pour les plus grands indices et pour l'économie mondiale. Et ça amène encore une fois un point où, un petit peu comme on l'avait fait, je pense, dans la revue de l'année passée, où on était dans un contexte bien différent. Là, on avait une remontée en V, là, avec une chute drastique dans le premier trimestre et une remontée par la suite dans les 3 derniers. On se retrouve un petit peu dans une même situation où on a eu l'inverse. On a eu une hausse quand même assez notoire, et là, on est dans un pic où la majorité des indices ont battu leur valeur record, où plusieurs grandes compagnies et plusieurs industries se portent très bien. Gab m'empêchera de parler de l'industrie du tourisme par bateau, là, que ça, je sais que tu vas pas m'appuyer. T'es insupportable avec ça. T'es insupportable. avec les fameuses compagnies de paquebots, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais on voit quand même plusieurs problématiques. Et le dernier point, avant que je te passe ça sur un autre nuage gris, là, je vais un petit peu pessimiste pour mettre de l'eau dans le vin de tout le monde là, sur les performances dans les 15, 20, 25, 30% de croissance des indicateurs, comme on l'a dit. Bien, c'est la chaîne de production. C'est la chaîne d'approvisionnement qui reste aussi un autre astérix. Donc, c'est vraiment mon opinion. Le variant et le coronavirus, le COVID-19 qui reste un point clé. L'inflation, le taux directeur et, selon moi également, comme on l'a dit, comment est-ce que la chaîne d'approvisionnement peut s'ajuster rapidement. On s'entend que ça va de mal en pis. On s'entend que le Black Friday et le Cyber Monday qu'on vient de passer aux États-Unis vont mettre encore une fois beaucoup de problématiques chez les transporteurs. On s'entend qu'il n'y a pas moins de bateaux qui attendent dans les baies ou sur le bord des villes ou des ports de Los Angeles et de Vancouver également. Donc ça se porte pas très très bien là-dessus tant qu'on n'a pas de solution. Et la reprise de cette économie fulgurante-là va passer par du mouvement de marchandises à un point ou à un autre. Et ce goulot-là ne pourra pas se maintenir, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ouais, exact. Puis c'est ce qui est drôle, en tout cas dans... Tu vois, je le dis souvent en plus, ce talk-là, tu vois, il faut que je me reprenne. Mais ce qui est amusant avec ce qu'on voit avec les performances boursières cette année, c'est que on n'aurait jamais cru, si tu veux, après, comment dire, un premier semestre de 2020 qui a été catastrophique pour l'économie générale, qui a coûté évidemment des milliards aux contribuables, sans qu'on, évidemment, on en parle assez peu, évidemment, de ça, mais c'est la vérité, malheureusement. Et ben de reprendre aussi d'aussi belles façons. Quand je vois les données, en tout cas de la fête de Saint-Louis, là, donc la FRED, là, qui est là, une database incroyable, je peux que vous recommander, si jamais vous avez du temps à perdre, de savoir combien il y a de personnes qui ont été embauchées telle semaine, etc. Bah, la FRED, c'est probablement le site qu'il vous faut, c'est ultra complet. Allez-y, s'il vous plaît, c'est complètement gratuit en plus. Donc, tu as toutes des données économiques sur tout et n'importe quoi. Et ben, tu vois, on a dépassé évidemment le niveau pré-Covid, évidemment, de PIB. Donc, on est sur une pente ascendante, mais qui, évidemment, on marche un peu sur des œufs en ce moment. On marche sur des œufs, je dirais, d'un point de vue aussi de croissance. Est-ce que cette croissance-là, elle est raisonnable ? Est-ce que c'est justifié d'avoir des rendements sur les marchés boursiers qui sont aussi importants alors que on a l'impression que les écarts de richesse se sont encore plus creusés avec cette pandémie. Les milliardaires ont jamais été aussi riches en fait, à part, je vais faire une exception évidemment pour les Rockefeller. Oui. Les pauvres ont rarement été aussi pauvres dans les pays développés. On a des écarts de richesse qui se creusent de plus en plus. On a l'impression que là je suis au micro du Parti communiste, mais c'est la vérité en fait. Faut être assez réaliste là-dessus. Des millions de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la première vague. Certains ont repris, mais c'est dans des emplois... les emplois précaires, justement, ont de la difficulté à recruter, parce que les gens, je pense, en ont un peu marre de travailler pour une misère, par exemple, en cuisine. C'est surtout, d'ailleurs, assez étonnamment, dans des milieux et dans des domaines économiques où tu as besoin de main-d'œuvre pas chère, entre guillemets, qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Il y a un manque de main-d'œuvre, notamment en Amérique du Nord, mais c'est le cas aussi en Europe pour des jobs, par exemple, dans l'hôtellerie qui commence à reprendre progressivement, dans le tourisme, tu l'as bien dit, JP.
même si tu m'emmerdes avec, pardon pour le langage châtié, avec ta Carnival Corporation, ça ne reprendra pas. Combien de Ça ne, fois ça ne reprendra pas. Je Non, pense que c'est plus pour le gag, effectivement. c'est plus on devrait faire un bip d'ailleurs là-dessus sur avec une tête de JP qui dit. Si la perf continue comme ça, je te garantis effectivement que ça va être un mime Ça assez va vite, être, cette compagnie-là. Mais bon, encore une fois, pour ceux qui partent en croisière bientôt, on vous salue. Ouais, c'est ça. On vous souhaite en tout cas de partir en croisière si c'est votre cas. Reposez-vous bien, voilà. Je pense qu'avec mes yeux, actuellement, j'en aurais bien besoin, mais. Bon, je pense que tu te rends même pas au bateau, si on dit. Ouais, je le vois pas. Tellement j'ai les yeux gros. Mais c'est fou, c'est complètement fou le monde qu'on est en train de vivre, ce monde post-Covid qui, je pense, aussi pose beaucoup de questions. Euh, je trouve ça intéressant que tu aies mentionné évidemment la supply chain. Alors, la supply chain, c'est vrai que ça a été le sujet, on va dire, de l'année. L'inflation aussi, ça a été les grandes thématiques de l'année. Je trouve ça intéressant qu'on revienne là-dessus. La supply chain, on a quand même toujours des énormes problèmes d'approvisionnement, surtout avec Noël qui s'approche, tu vois. Il y a eu la fameuse messe du Black Friday la semaine passée qui commence à devenir de plus en plus décevant, je dois t'avouer. Et où tu vois, les discounts offerts aux clients, donc les rabais, les promotions, puis l'offre qui est proposée, même sur les sites de grandes marques comme le géant de Jeff Bezos, donc on ne citera pas le nom, vous comprendrez. Mais on a de la difficulté à trouver des articles un peu intéressants. Donc tout ça, c'est un espèce de mix de plein de problèmes au même endroit. Et qu'est-ce qui va arriver? Bon, bah, on le sait pas. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. On ne sait pas quand est-ce que cette espèce de machine à huiler va reprendre progressivement. C'est sûr qu'une coupure telle qu'on l'a connue dans la première vague de 2020, bah, ça prend du temps, si tu veux. Et la seule bonne nouvelle, par contre, en revanche, qu'on peut noter pour les consommateurs, c'est que depuis la semaine passée, les cours du pétrole commencent à rebaisser progressivement. Moins de problèmes au niveau de l'approvisionnement en énergie. Là. Je pense qu'on est les cours ont baissé à peu près de 10, en tout cas à la pompe, d'à peu près de 10 centimes dans la plupart des pays. Là. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles qu'on commence à avoir une stabilisation sur ce côté-là. Effectivement. Puis tu l'as dit aussi, là. Il y a beaucoup de problématiques. Est-ce qu'on s'entend que c'était une année, la performance de cette année au niveau des marchés boursiers était surprenante? Oui, mais en même temps, après une baisse quand même assez importante comme celle de l'année 2020, qui s'était quand même soldée là, par une remontée progressive. Là. On l'a dit, la remontée en V. Mais c'est sûr que c'était une année qui a été bien prise, je pense, par tout le monde au moins. Là, ça a permis d'être en sortie de pandémie, mais également pour les investisseurs institutionnels comme pour n'importe quel investisseur. Là, au moins, ça permettait d'avoir la tête plus tranquille lorsqu'on, justement, comme tu disais, on doit remettre notre vie sur les rails en sortant un petit peu de confinement et tout. Là, on s'entend, là, on était bien loin, on se le rappellera, à pareille date l'an passé par rapport à maintenant. Donc, je pense que ça a aidé un peu la cause. Est-ce que la performance de l'année prochaine peut être aussi fulgurante? Encore une fois, c'est ce qui est beau dans les marchés. Personne ne peut le savoir. Est-ce qu'il y a quand même, comme tu l'as dit, bien quelques bonnes choses, mais beaucoup de points négatifs ou de points à garder une attention? Oui. Donc, c'est pour ça que informez-vous, bien évidemment, là, sur tout ça. C'est quand même très intéressant. On l'a dit, et c'est ce qui est très pertinent à noter. La COVID-19 était une crise sanitaire qui était externe au marché financier. On l'a déjà, je pense que j'ai déjà eu ce discours-là dans un podcast passé. Une crise financière réelle liée, par exemple, à des conditions de marché défavorables, liée à une inflation fulgurante, liée à une hausse des taux dramatiques qui impactent négativement le marché des stocks. C'est possible et c'est quelque chose qui, on se rappellera, Gab, on s'en parlait à l'époque avant même qu'on ait le podcast, avant même la pandémie. On pensait pas qu'il allait y avoir une pandémie. Là. On se parlait en 2019, là, on sentait qu'on était loin de le savoir. Là. Mais on se doutait plus de dire est-ce que l'économie, est-ce que les marchés boursiers et l'économie sont rendus à une certaine reprise, à un petit recul peut-être. Et finalement, la pandémie de COVID-19 est arrivée et tous les mouvements, toutes les fluctuations, si on peut dire qu'il y a eu lieu au niveau des places boursières, étaient liées à une crise sanitaire, n'étaient pas liées forcément à des fondamentaux de la finance. Donc ces fondamentaux-là, qui étaient peut-être avec quelques lumières rouges à l'époque, sont encore existants. Donc, c'est ce qui va être intéressant à suivre, c'est ce qui est incertain et c'est ce qui, encore une fois, on l'a dit, rend les discussions et les hauts sons de la cloche toujours aussi pertinents. C'est que personne ne le sait et même nous, à part en discuter et encore une fois, essayer de vous donner de l'information et d'ouvrir la discussion sur des sujets qui sont intéressants, on ne peut pas savoir qu'est-ce que l'année prochaine nous réserve et on sait que s'il y a bien quelque chose que tout le monde veut, et c'est un petit peu la prémisse qu'on va garder, c'est l'ensemble des instances, les Jerome Powell de ce monde veulent effectivement garder une économie qui continue à tenir.
Et donc, les prochains gestes et les prochains mouvements vont être en conséquence, on l'espère, même si, encore une fois, on est dans un contexte inflationniste avec des taux qui sont éternellement trop bas, à mon avis. Mais ça, je pense que c'est l'avis de plusieurs personnes en finance, d'ailleurs. Ouais, puis je pense que pour 2022, ce qu'on pourrait souhaiter aussi, c'est que Zemmour soit pas élu. Oui, non, effectivement. Ça, c'est votre côté politique. Là. Je pense, Gab, tu veux qu'on fasse un segment politique à un certain point Ouais, pour le podcast dans le place au débat, là, plus par gag, effectivement, comme on l'avait fait, je pense, pour l'élection canadienne. On s'entend, là, on le fera pour l'élection française qui arrive de plus en plus à grands pas. Là, donc, on vous réserve effectivement un segment prochainement. Non, ouais. Place au débat sur un petit sommaire de ce qui se passe au niveau de la politique française qui, pour nos auditeurs français, ça fait depuis la dernière élection que vous en entendez parler à chaque soir. C'est lorsque je comprends. C'est insupportable. C'est absolument impressionnant comment vous parlez à peu près seulement de ça et du fait que le PSG se porte pas si bien, même s'il continue à mettre Messi qui gagne un ballon d'or à cause de son brand. Mais bon, c'est mon avis personnel. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin de couper le podcast là pour le coup, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Pour les deux choses, assez de politique. Mais même si j'ai vraiment envie d'en faire un épisode, j'aimerais vraiment qu'on fasse un épisode spécial justement, un place au débat de 1h30 juste là-dessus. Oh je sens que ça va fatiguer plusieurs personnes, mais bon, enfin vous pourrez l'écouter en plusieurs fois. Peut-être qu'on va faire ça en 2 parties pour le coup là. Mais ouais, je pense que ça va être les choses à suivre évidemment pour l'année prochaine. Et tu vois, je trouve que ça fait un beau résumé. On a fait comme un espèce de wrap-up. Le dernier truc qu'on a oublié peut-être de mentionner, c'est durant cet épisode, c'est le scandale Evergrande. Hein, il y a eu l'affaire Evergrande, on n'en a pas trop parlé, mais on en a fait un épisode. Alors si jamais vous voulez re-regarder, ça nous fera plaisir. Et je pense que j'étais très satisfait en tout cas de cet épisode-là. Ça nous explique un peu qu'est-ce qui s'est arrivé. Bon, on entend un peu moins parler, je dois t'avouer, parce que ça nous affecte moins, nous, dans les pays, on va dire, occidentaux. Tu m'excuseras pour le jargon, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit. Mais allez jeter un œil, ou plutôt un coup d'oreille plutôt, à cet épisode-là. Et ça nous fera plaisir. Et en tout cas, je pense qu'on est prêt à passer justement à la section. Effectivement, à ton mot de la fin, tu étais bien parti, effectivement. Là, tu peux transiter. J'interviens pour le cas typique là, où je dois couper tes envolées de fin de segment numéro 2 pour te lancer vers effectivement là, où est-ce que tout le monde peut nous retrouver pour la suite du podcast, qui arrive d'ailleurs à la fin de la saison 3. On le rappellera très vite. Là, il nous reste, je pense, 4 épisodes selon notre barème de 26 épisodes par saison déjà. Donc merci en mon nom pour vos écoutes constantes et Gab, je te laisse faire les mentions sur où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver, comme on l'a dit, et où est-ce qu'ils peuvent maintenant s'abonner, qui est un gros plus pour le podcast et également pour la visibilité de voir et de recevoir les notifications. Ouais, évidemment, maintenant c'est ça sur Apple Podcast, Spotify, Overcast, vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche, ça vous permet d'être averti dès qu'il y a un épisode qui sort. N'hésitez pas à le faire, puis comme ça vous le savez, vous savez quoi mettre sur votre autoradio là pendant que vous conduisez ou... Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils faisaient ça. En tout cas, c'est merci beaucoup. En tout cas, pour votre écoute. Et puis, c'est avec grand plaisir. Si vous avez besoin de nous contacter, c'est les commentaires YouTube. Meilleure façon pour nous contacter. Sinon, il y a une adresse mail que j'ai créée. Puis, si jamais vous avez des suggestions d'épisodes, des commentaires, etc., faites-les. Ça vous fait plaisir. Un petit like aussi sur la vidéo YouTube. C'est bon pour le référencement. Prochain sujet, débat de 2 heures sur la jurisprudence. Ouais, ça, inquiétez-vous pas pour tout le monde. Je suis présent dans les décisions, donc je vous rassure qu'il y a un système de veto qui existe dans notre brainstorm qui va probablement se faire présenter d'ici au prochain épisode de la semaine prochaine. Donc rassurez-vous, ça risque d'être un épisode beaucoup plus pertinent que 2 heures de jurisprudence et 2 heures sur la politique française. Un épisode de 4 heures sur politique française et jurisprudence. Préparez-vous, sortez votre tisane et on commence. Donc rassurez-vous, encore une fois, si vous avez des propositions, tu l'as dit, sur ce sujet, laissez-nous les savoir. On a quand même beaucoup d'inspiration présentement. Et comme on l'a dit, là, la communauté continue de grandir, donc continue de le partager. Là, je le mentionne souvent en anglais parce que j'ai un podcasteur que j'écoute beaucoup qui le mentionne, là, mais if you like it, tell a friend, be a friend, tell a friend, qu'ils disent. Donc je pense que c'est la meilleure chose et on l'a dit, c'est du bouche à oreille et c'est ce qui fait la beauté de la communauté du podcast État financier. Exact. Bonne semaine à tous et merci encore pour votre écoute. Bonne semaine à toi.